bonjour, nous sommes avec Florent de Nuts Publishing. Bonjour. Nous sommes sur le Festival de Cannes. Florent, tu vas peut-être d'abord te présenter aux internautes, Oui. donc, qui es-tu, et puis surtout présenter l'essentiel, Nuts Publishing. Qu'est-ce que Nuts Publishing? Alors, je suis Florent Coupeau, je suis le directeur de Nuts Publishing. On existe depuis 2011. On a agrandi notre catalogue aux jeux de plateau vers 2017, avec d'abord One Deck Dungeon, qui est un premier jeu. Et puis ensuite, voilà, il y a eu d'autres comme Subterra et consorts. Maintenant, je pense qu'on fait à peu près 30% de wargame et 70% de jeux de plateau ou de jeux un petit peu hybrides, wargame plateau. Ouais. Voilà. Ouais, mais ça reste quand même dans un cadre jeu expert ou tu fais quand même... Oui, en effet. Alors, on a quelques spécificités. On fait déjà beaucoup de jeux qui ont un mode solo. Et c'est vrai qu'on est quand même dans les jeux experts et souvent un peu historiques. Ouais. Même si voilà, il y a des jeux qui ne sont pas historiques et qui sont experts comme Mini Rogue ou même One Deck Dungeon. Mais ça reste quand même un truc un peu gamer puisque c'est des jeux de dungeon crawler un peu geek. Mais voilà, on ne s'interdit pas grand chose parce que c'est vrai qu'on a sorti aussi des jeux comme Red 7 ou Gutenberg qui sont des jeux où il n'y a qu'un paquet de cartes. Mais pour nous, même des jeux comme ça, assez simples, entre guillemets pour moins de matériel, il faut qu'il y ait un petit twist qui soit un petit peu exigeant. Donc c'est vrai que Pime Island, on joue avec très peu de cartes dans la main. Mais voilà, la gestion de ressources de ces cartes là, avec moins de 20 cartes dans la main, on a une expérience très très profonde, je pense. Donc voilà, c'est ça qu'on recherche, même si le jeu est un peu minimaliste. Vous faites que de la localisation, vous faites de la création, ça marche comment? On fait un peu tout. Un peu tout. Clairement, les wargames et les wartos, c'est nous qui les faisons, de A jusqu'à Z. Les jeux de plateau, on fait... c'est ça, on se rééquilibre. On a fait au départ, parce que c'était plus simple pour notre société, on a fait que des localisations. Et là maintenant, je pense qu'on en est à 60% de localisation et 40% de création. La dernière étant Mini Rogue, qui est vraiment une création de A jusqu'à Z, d'un print and play 9 cartes au départ, jusqu'à un jeu complet en boîte avec des extensions et tout le reste. Donc au niveau du choix du catalogue, c'est au coup de cœur, c'est comment ça fonctionne. Vous avez quand même une ligne qui est un peu historique. Oui. Mais il y a vraiment une idée de base. Vous ne sortez jamais de votre... vous avez un sentier, vous n'en sortez pas. Là, vous avez par exemple... Vous avez reparti sur la guerre de l'anneau, par exemple. On va en parler, parce que la guerre de l'anneau, c'est un monument. Là, c'est une réédition construite, etc. Comment vous décidez, vous êtes un collège, vous êtes plusieurs à décider, c'est quoi l'équipe de Nuts? Oui. En général, on se réunit tous. On a, typiquement, là, quand on vient à Cannes, il y a pas mal d'auteurs qui nous sollicitent, qui nous montrent des protos. Donc, on prend notre temps. On essaye de jouer à tout et alors forcément si on nous présente un jeu enfant par exemple, on va dire c'est pas possible, c'est pas nous. Mais disons, dans la majorité des cas, on commence à avoir une identité assez forte que les auteurs connaissent. On regarde et puis voilà, on essaye d'apporter le plus possible des raisons constructives de pourquoi on le fait ou on le fait pas. Et après, clairement c'est au coup de cœur, ça c'est sûr. Des fois c'est un copain qui va arriver avec un jeu en disant « Oh, celui-là, je pense qu'il vous plairait », on joue. Des fois ça va être un auteur avec qui on a déjà travaillé qui nous dit « Je pense que j'aurais quelque chose ». Peu importe d'où ça vient, tant que ça nous plaît et qu'on se dit « Oui, ça rentre dans notre ADN », aussi vaste soit-il, parce que c'est vrai quand Red 7, Gutenberg d'un côté et Urban Ops, il y a quand même pas mal de galaxies de différence. Mais on s'interdit rien, ça c'est clair. Et qu'en est-il des projets, des gros jeux qui étaient sortis comme La Grande Guerre par exemple? Oui. Alors ça c'est une localisation, c'est vrai qu'on me pose de temps en temps la question. Le problème de La Grande Guerre, c'est que c'est pas notre jeu, c'est une localisation et que on n'a absolument pas la main sur qu'est-ce qui va se passer après. Et je sais que j'ai souvent posé la question. Et l'extension américaine avec en 1918 avec les chars français.
J'ai malheureusement peur que l'éditeur anglais ait abandonné ce projet-là, en tout cas pour les 2-3 prochaines années. Mais bon, c'est dommage parce que je pense qu'il y a moyen de faire ça correctement. Mais bon, voilà. Alors vous êtes venu à Cannes avec quoi cette année, en gros, en nouveauté? Alors, on n'a pas complètement des nouveautés. On a Mini Rogue qui est sorti en août, qui ne fait pas de bêtises. On a La Guerre de l'Anneau qui est sorti en décembre, qui a été vendu très rapidement. Donc là, on est en train de le réimprimer. Donc voilà, c'est une nouveauté, mais qu'on n'a plus. Donc je rassure tout le monde, on va le réimprimer. Et en plus, vu qu'on en parle de ça, on a ici les premières copies pré-prod du scénario alternatif qui s'appelle Le Destin des Rébords. Donc qu'est-ce qui serait passé si la bataille des 5 armées était gagnée par les peuples de l'ombre? On va faire la première extension, Seigneur de la Terre du Milieu, et on va faire le tapis géant. Je crois que ça fait 1m10 sur 90, comme ça. Voilà, donc on va faire vivre la gamme, on réimprime le jeu. Ça prend du temps parce que c'est des jeux très gros, très lourds, très chers. Voilà, mais voilà, là on a donné tous les fichiers, c'est lancé. Alors dans cette réédition de La Guerre de l'Anneau, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des règles? Est-ce que vous avez... Alors c'est clairement une V2, c'est-à-dire que nous on est reparti de zéro pour la traduction et on a mis 3 ans à la faire, mais parce que voilà, on connaît l'attente des joueurs et la nôtre aussi sur le niveau d'exigence, que chaque mot compte et que il y a Serviteur de l'Anneau, mais c'est pas exactement pareil qu'un Nazgûl. Voilà, donc on s'est entouré de gens qui connaissaient parfaitement bien l'univers, les mots, le livre, parce que le jeu est basé non pas sur les films, mais sur les livres. En fait, il a été créé au moment où il n'y avait pas encore les films qui étaient faits. Donc oui, c'était un gros projet, un long projet. On espère avoir fait le mieux possible. Et donc il y a des différences dans les règles, il y a des clarifications, je veux dire, c'est plus ça. Après, la carte en elle-même, les zones ont été améliorées. Les zones un peu extérieures ont été un peu réduites parce qu'il n'y a pas beaucoup d'unités à cet endroit-là. Et les cartes du centre, je pense à Osgiliath ou Minas Tirith, où il y a forcément de la baston, elles ont été un peu agrandies. Il y a Gollum qui a sa propre figurine, qui n'existait pas dans la V1 précédente. Et le grand changement majeur de matériel, c'est les cartes à jouer, qui avant étaient des cartes poker. Le texte était tout petit. Et là, c'est des cartes quasiment tarot. Où là, voilà, c'est un peu plus agréable. Confort. Voilà, c'est plus agréable à lire. Voilà. Donc, mais oui, on en est assez fiers de ce jeu-là. J'avoue que oui, comme tu dis, c'est un monument. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Et le jour où on a pu le faire, c'était quand même un grand moment. Une grande pression aussi. Bah écoute, je t'invite justement à nous présenter un petit peu les jeux que tu as sur tes tables. Donc on va jeter un petit coup d'œil et puis voilà, tu vas nous montrer un petit peu de quoi vous voulez parler sur le stand. Super, merci. Donc bon, là on est devant Subterra 2. Tout à fait. Alors la boîte est Subterra 1. Par contre le matériel c'est Subterra 2. Donc qui va sortir je pense en la fin d'année. Et donc juste pour démarrer avec Subterra 1, il y a l'extension Incubation qui sortira en même temps que Subterra 2. Et Subterra 2, qu'est-ce que c'est? C'est les mêmes principes que Subterra 1, mais dans un autre univers. L'univers un peu d'Indiana Jones, qui va rentrer dans une grotte, une souterrain, sauf que c'est sous un volcan. Et que les explorateurs vont essayer de prendre un artefact. Ils vont en fait explorer, révéler des tuiles et ainsi de suite, jusqu'à arriver à prendre 3 clés qui vont ouvrir la boîte de l'artefact. Une fois que c'est fait, il va falloir se sauver le plus vite possible parce que le volcan va se réveiller et toutes les tuiles, alors au fur et à mesure, les tuiles vont se retourner et devenir de la lave. Donc si un personnage est dessus, il meurt, il tombe dans la lave et meurt tout de suite. Donc il faut bien optimiser ces personnages, les capacités de ces personnages qu'on a, le moment où on va mettre tous les 3 les clés dans leur emplacement, et ainsi de suite. Il y a forcément des gardiens qui vont nous empêcher un petit peu, il y a des flèches, des pièges, enfin tout un tas de choses diverses et variées qui vont arriver en plus pour nous embêter. Voilà, donc il y a un feeling de Subterra 1, mais avec une tension supplémentaire à cause du volcan qui se réveille et où il faut essayer de partir le plus vite possible. D'accord.
Donc ça, Subterra 2, c'est pour? C'est pour la fin d'année, j'espère novembre. D'accord. On continue à te suivre alors. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Par là. Alors, ici, je vais vous présenter rapidement Moog. Ouais. Alors Moog, c'est notre prochaine campagne participative sur GameFound. Il s'agit de deux groupes de deux néandertaliens, ici les rouges et les jaunes, qui ont comme but de s'allier temporairement pour chasser le Moog, le mammouth qui est au milieu. Donc sur une petite grille de cases, il va falloir réussir à toucher 5 ou 6 fois le mammouth pour le tuer et donc pouvoir reprendre un peu de nourriture pour notre tribu. Sauf que on n'est pas de la même tribu. Donc c'est celui qui aura le plus de points de bravoure qui sera le vainqueur de la partie. Donc il y a plein de manières de gagner de la bravoure, pas seulement en tuant le Moog, on peut aussi en gagner en aidant l'autre tribu, en attirant le Moog alors qu'on est vraiment tout seul devant. Enfin voilà, il y a vraiment de choses. C'est un jeu duo ou c'est un jeu de 1 à 4. D'accord, voilà. Il y a un mode solo. Il y a un mode solo aussi sur celui-là, avec des scénarios indépendants, des manières de jouer différentes. Et les tuiles, enfin les grandes cartes ici, sont recto verso et il y en a pas mal à l'intérieur. Donc les fiches de personnages, sont ainsi faites que on peut toujours se déplacer, mais après on va mettre notre petit cube au milieu pour dire, par exemple ici, je peux bouger ou monter sur le mammouth. D'accord. Voilà. Alors, il faut que je sois près de lui, mais voilà, je peux le faire. Il y a des actions pour essayer de calmer un peu la rage que le mammouth va avoir au fur et à mesure. Faire un piège, lui taper dessus, bouger plus vite. Et on peut aussi avoir des idées. Et voilà, avoir des petites cartes bonus qu'il y a ici. Voilà, où on va avoir un petit pouvoir spécial, temporaire, qui va nous permettre de faire des actions qu'on n'avait pas forcément prévues, mais voilà, le timing est le bon, le placement est le bon, voilà, ça va se faire. Le planning, Le planning, on lance le Kickstarter dans un mois et demi. Donc ça va arriver vite. Oui. Voilà. Derrière, vous avez une partie en cours de Mini-Rogue, notre jeu qui est sorti l'année dernière, et de la même façon, on est en train de tester des nouvelles extensions pour Mini-Rogue, pour une future campagne à l'automne, enfin début d'automne, je pense octobre de cette année, je pense à peu près après Essen, quelque chose comme ça. Mini-Rogue, qu'on peut le préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est vraiment comme les jeux vidéo Rogue. Tout à fait. Le même principe. Tout à fait. Il y a des boss de fin de niveau, on descend, on a les capacités de avec ces personnages. C'est un jeu de crawling malin avec des cartes, c'est ça? C'est ça. Alors, on a essayé de garder le côté minimaliste et un peu rétro par rapport aux illustrations, ce genre de choses. Et c'est vrai que on est content parce que les gens ont l'air d'apprécier malgré les graphismes, un parti pris assez particulier. Donc on va essayer de surprendre les joueurs avec nos extensions. D'accord. Voilà. Donc les extensions ne sont pas encore disponibles donc. Non, ce sera. On va d'abord lancer le. Alors que je précise, il y a le jeu de base, il y a une extension qui s'appelle Profondeur d'année, une autre extension qui donne du gameplay et une autre extension qui s'appelle Précieux Trésor, qui n'est que des cartes holographiques, qu'on voit peut-être, elles sont sorties. Et là par contre dans le Kickstarter, je pense qu'on va proposer deux grosses extensions. Une un peu classique, alors quand même avec des principes rigolos, mais avec des monstres, des personnages, des cartes room et tout. Par contre, la deuxième extension, on va essayer d'être plus innovant. Voilà, donc pour proposer quelque chose de vraiment différent. Donc ceux qui voudront que des cartes entre guillemets classiques, ils pourront. Et ceux qui veulent aller vraiment très loin parce qu'ils adorent le jeu et qui veulent une autre expérience, ils pourront aussi. D'accord. Voilà. À retenir, Mini-Rogue, posture d'extension. Et le dernier que je vais vous présenter s'appelle Diluvium. Très joli. Alors c'est un 4X qui se joue à 15 minutes par joueur. D'accord. C'est court pour le 4X. Oui, tout à fait. C'est le but, c'est qu'on a vraiment un feeling de 4X. Là je pense pas me tromper, mais vous voyez que les 4 joueurs à la table, il n'y a pas d'animateur, ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Et donc on a une roue d'action
qui est ici, si je peux me permettre, où il y a les 4 actions décrites. Donc là, c'est le combat, le commerce, l'exploration et ainsi de suite. Et on va classiquement démarrer de sa cité initiale. Donc, par exemple ici les rouges, on va explorer, donc révéler les tuiles. Donc là par exemple on va pouvoir, et ici avec son bateau d'exploration, il va falloir dépenser 2 nourritures. Et à ce moment-là on va pouvoir retourner la tuile. On va pouvoir la coloniser, c'est-à-dire mettre un petit meeple sur ces ronds là, et ça permettra d'avoir des ressources au fur et à mesure de la partie. D'accord. Voilà, enfin c'est rapide. Et pourtant on a vraiment le sentiment d'avoir un vrai 4X intégral. Une petite disposition hexagonale comme ça qui n'est pas sans rappeler certains jeux bien connus. C'est vrai, mais pour le coup c'est pas fait exprès. Le proto nous est arrivé comme ça, mais voilà, ça nous convenait très bien. Et ça, c'en est où, voilà, ça... Le jeu est terminé en mode 2 à 4 joueurs. Là on a terminé, je crois la semaine dernière, d'écrire le dernier scénario du mode solo. Et le mode solo contenant plusieurs scénarios seuls et aussi une campagne complète avec arborescence. On était un peu fou là-dessus pour donner plein d'options aux joueurs. Donc c'est un jeu 1 à 4 avec un mode solo qui envoie un peu quand même. Donc notre culture, c'est vraiment, ça cultive encore le mode solo, les pauvres joueurs solitaires dans leur coin. C'est ça. Tant mieux. Il y en a de plus en plus d'ailleurs des jeux à mode solo, c'est très bien. Oui. On essaye que ce soit pas non plus des... Un truc collé. Oui, voilà. Que ce soit pas une ligne de règles quelque part. Voilà, là c'est des... Faut retravailler. Exactement. Bah, écoute, je vais te recadrer. Voilà. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Toutes ces précisions. Et puis on se reverra probablement dans les couloirs. Et puis bonne continuation de notre publicing. À vous aussi. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao.